La ville qui ne dort jamais, Gotham, ou encore la Grande Pomme, voici les différents surnoms de la ville de New York. Étendard du rêve américain, où il est possible d'engranger une fortune à force de travail et d'abnégation, centre du monde autoproclamé par ses habitants, bref, un endroit unique sur Terre où la vie paraît fantastique. Et pourtant, l'affaire qui va suivre est tout sauf un conte de fées, au contraire même, c'est l'horreur absolue. Il n'y a pas de héros pour vous sauver, seule la mort est au bout du tunnel. Bonjour à tous, avant qu'on ne démarre, laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est réellement arrivée. Il y a quelques années, pour créer la surprise lors d'un mariage d'un ami, j'avais été chargé de collecter le plus de photos possible de lui, des clichés compromettants évidemment. Et la veille du mariage, amener ces précieuses images afin de faire un montage avec celles-ci qui seraient présentées lors de la cérémonie. Pour regrouper toutes ces photos, j'ai fait le choix de les mettre sur une clé USB. Très content de moi, après avoir accompli cette mission, je m'apprête à donner la clé à la personne devant s'occuper du montage. Sauf que j'avais un trou dans la poche, dans laquelle se trouvait la clé USB, qui a pu tomber n'importe où. Résultat, non seulement le montage photo n'a pas pu être réalisé, mais en plus, quelqu'un a peut-être récupéré la clé USB avec des photos si personnelles que personne ne souhaiterait qu'elles tombent entre les mains d'un étranger. Et il y avait une solution pour éviter tout ça, Internext. Alors aujourd'hui c'est le sponsor de la vidéo, mais surtout ça aurait pu me sauver et ça pourrait vous être utile au quotidien, parce que c'est un outil vous permettant de stocker à distance vos données personnelles, tout en les sécurisant et en ayant accès à celles-ci depuis n'importe quel appareil. Le gros avantage d'Internext, c'est la sécurité, qui est bien plus poussée que sur d'autres plateformes du même type, avec toutes vos données cryptées, confidentielles et impossibles à dérober. La confidentialité d'ailleurs est importante, parce que d'autres plateformes revendent vos données personnelles, ce qui n'est pas le cas d'Internext. Internext permet aussi le partage de gros fichiers comme les vidéos, les photos, etc. Quand vous n'arrivez pas à envoyer des données par mail, parce que les fichiers sont trop lourds, vous pouvez utiliser Internext, qui génère un lien de partage sécurisé par mot de passe et vous n'avez plus aucun problème de taille de fichier. Un outil de la sorte est absolument fondamental aujourd'hui avec la digitalisation de tous les services et toutes les données sensibles que vous devez conserver, votre fiche d'imposition, vos bulletins de salaire ou les photos et vidéos de vos enfants, amis, parents, proches, bref tout le monde. C'est risqué de conserver tout ceci sur un ordinateur, un téléphone portable ou tout autre appareil qui pourrait tomber en panne, être volé ou piraté. Vous pouvez utiliser Internext sous tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, iOS, Android ou même Linux. Et vous pourrez tester Internext gratuitement grâce au lien en description de la vidéo et en cliquant sur l'onglet Tarifs qui vous permettra de souscrire à un plan gratuit où 10 Go vous seront offerts. Et pour seulement 99 centimes par mois, vous aurez 20 Go d'espace de stockage et vous pouvez avoir jusqu'à 2 Tera selon le plan que vous choisissez. Dans le cas où vous n'avez pas envie de payer chaque mois ou chaque année, vous pouvez souscrire à vie et grâce au lien en description, et uniquement celui-ci, vous aurez 25% de remise sur les plans à vie d'Internext. Autrement dit, vous ne payez qu'une fois avec 25% de réduction et c'est réglé, vous bénéficierez de ces services à vie. Donc utilisez mon lien pour sécuriser et stocker vos données qui risqueraient d'être perdues à jamais comme les photos humiliantes de mon ami. Merci à Internext d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant, on peut démarrer. Le réveillon du jour de l'an correspond aux derniers instants d'une année écoulée, plus ou moins agréable pour chacun, avec son fameux décompte qui mettra un point final à cette histoire qui aura duré 365 jours. S'il y a bien une ville sur laquelle les yeux sont braqués durant cette période, c'est New York, la célébration du passage à la nouvelle année étant mondialement reconnue. La Grande Pomme accueille de nombreux touristes. Le 31 décembre 2009, New York n'échappe pas à la règle. C'est encore la matinée, et dans l'un des postes de police de Manhattan, entre deux donuts, les policiers discutent de la façon dont ils vont célébrer ce réveillon si cher aux New-Yorkais. Simplement, la bonne humeur retombe rapidement quand un appel leur est transféré. C'est un homme à l'autre bout de la ligne. Il est 7h20 du matin, et Rod Kovlin, un homme vivant dans l'Upper West Side, est totalement paniqué au téléphone. Les émotions l'empêchent d'être limpide dans ses paroles. Finalement, après l'avoir calmé, les policiers comprennent l'objet de son appel. Rod, en entrant dans la salle de bain de l'appartement de sa femme, Shelly Kovlin, dont il est séparé,
a remarqué la baignoire pleine d'eau, mais ce qui l'a fait aussitôt basculer dans l'effroi, c'est la couleur rouge de l'eau dont il est indéniable que du sang y a été mêlé. En s'approchant, il a remarqué sa femme au fond de la baignoire. Sans hésiter une seconde, il l'a tirée hors de l'eau afin d'éviter qu'elle ne se noie. Le premier opérateur qu'il a eu au téléphone lui a immédiatement indiqué la procédure de réanimation à suivre lorsqu'une personne est découverte inconsciente. Seulement, ses efforts sont vains dans la mesure où le corps de Shelly est déjà froid et rigide, indiquant que la mort est définitive. Rod, en attendant que les premiers policiers se rendent sur place, recouvre le corps de sa femme à l'aide d'une couette récupérée sur le lit. Quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre arrivent au 155 Ouest, 68e rue, en plein cœur de Manhattan. À l'évidence, c'est une résidence de luxe située à moins de 500 mètres de Central Park. Quand les policiers se présentent à la porte, ils ont déjà une petite idée des événements qui ont pu se produire ici. New York a beau paraître une ville étincelante, la vérité est qu'elle est particulièrement stressante. Des accidents ou des personnes décidant de mettre un terme à leur jour est malheureusement monnaie courante pour des agents de police habitués à de telles interventions, y compris dans des immeubles de luxe. D'autant plus que l'Upper West Side est l'une des zones les plus sûres de Manhattan, ce qui alimente cette hypothèse d'une mort non suspecte. Évidemment, avant de tirer une conclusion définitive, il faut entrer dans l'appartement afin de vérifier qu'il s'agit bien de ce qu'envisagent les policiers. Les enquêteurs entrent donc dans le logement, prenant la direction de la salle de bain où gît le corps de Shelly, enveloppé dans la couette que son époux Rod a déposée sur elle. Sa dépouille se trouve juste à côté de la baignoire, dont l'eau est encore rougeâtre. Il y en a sur le sol d'ailleurs, ce qui n'est pas surprenant puisque Rod a sorti sa femme du bain. Les enquêteurs constatent que du sang coule de l'arrière de la tête de la femme en s'égouttant sur le carrelage de la salle de bain. Ils remarquent aussi que la porte de l'une des armoires installées dans la pièce est ouverte. En observant plus attentivement, ils distinguent que la charnière supérieure du battant est arrachée, la porte ne tenant plus que grâce à la charnière inférieure. Ce détail laisse penser aux policiers que Shelly, alors qu'elle se tenait dans son bain, aurait pu glisser et tenter de se rattraper par réflexe à la porte de cette armoire, dont la charnière aurait cédé sous son poids. Encore un peu plus tard, en fin de matinée, à approximativement 11h, c'est au tour de la police scientifique de faire son entrée sur le lieu du drame. C'est encore la période de Noël et il y a des jouets offerts aux deux enfants du couple un peu partout, ce qui ne facilite pas la tâche des experts scientifiques. S'ils sont présents d'ailleurs, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'intrusion dans le domicile, ou un combat qui s'y serait déroulé, venant ainsi rebattre les cartes. En analysant la porte d'entrée, ils sont certains qu'il n'y a pas eu d'effraction, aucune preuve allant dans ce sens étant découverte. Il n'y a pas non plus de traces de lutte, personne n'a résisté dans cet endroit ou a été conduit dans une pièce de l'appartement contre son gré, ce qui convainc de plus en plus les enquêteurs que la mort de Shelly est accidentelle. Pour en avoir le cœur net, ils discutent à présent avec les membres de la famille. Ce n'est pas Rod qui a découvert Shelly reposant dans le bain en premier, mais sa fille de 9 ans. C'est donc par elle que les policiers commencent. Bien entendu, l'enfant est encore secoué de la vision de sa mère dans cette eau teintée de son sang. La petite fille explique que la nuit précédente, elle, ainsi que son petit frère de 3 ans, dormaient avec leur mère dans le lit, ce qui arrive fréquemment d'après ses dires. Simplement, durant la nuit, la fillette s'est réveillée constatant que Shelly n'était plus dans le lit. Alors elle a décidé d'aller vérifier dans la salle de bain si sa mère s'y trouvait. La séparation récente entre Shelly et Rod a conduit ce dernier à trouver un nouvel appartement, situé dans la même résidence, au même étage. Il faut simplement traverser le couloir pour le rejoindre. La fillette a donc immédiatement appelé son père qui était juste à côté. C'est alors qu'il est entré dans la salle de bain, a découvert à son tour Shelly dans la baignoire dont il l'a extrait avant d'appeler les urgences et d'appliquer la procédure de réanimation. La version de l'enfant est similaire à celle donnée par son père, conduisant les enquêteurs à adopter définitivement l'hypothèse de l'accident. C'est donc ce qui va être annoncé au reste de la famille de Shelly Kovlin, qui, naturellement, en apprenant la nouvelle, a le cœur déchiré. Shelly Kovlin a toujours vécu dans l'Upper West Side, où sa famille de confession juive orthodoxe s'est établie des dizaines d'années auparavant. Elle a grandi au sein de cette communauté restreinte, malgré l'immensité de New York, et finalement, tout le monde se connaît plus ou moins dans ce coin de la ville.
L'enfance, l'adolescence et le début de la vie adulte sont des moments heureux pour Shelley et ses proches. Elle ne rencontre aucune difficulté lors de ses études, au contraire, elle est plutôt à l'aise, ce qui l'amène à obtenir un diplôme lui permettant de briguer un futur poste en tant que gestionnaire de patrimoine. La jeune femme finit par rejoindre le groupe bancaire suisse UBS, dont la spécialité est la gestion de fortune. À 36 ans, Shelley a gravi les échelons, devenant une employée importante et gérant des fortunes représentant plusieurs millions de dollars pour ses clients. Nous sommes en 1998. Malgré une carrière professionnelle rayonnante dans l'une des villes les plus riches des États-Unis, voire du monde, le bonheur n'est pas tout à fait au rendez-vous. Certes, il y a l'argent, l'amour de sa famille, mais Shelley est toujours célibataire, ce qui pèse un peu sur la femme qui souhaiterait elle aussi avoir des enfants, comme nombre de ses proches. Durant le mois de février 1998, elle décide qu'il est temps de prendre son destin en main et s'inscrit à une réunion festive où des jeunes célibataires juifs se regroupent afin de faire une belle rencontre. Bonne idée de la part de Shelley, puisqu'elle fait la connaissance de Rod Kovlin, âgé de 25 ans à cette époque et qui travaille également dans le domaine bancaire. Ce n'est pas une rencontre par défaut ou dans l'urgence pour Shelley. La jeune femme, comme le jeune homme, s'entendent à merveille et c'est un véritable coup de foudre. Les 11 années d'écart entre les deux ne font peur ni à l'un ni à l'autre. L'alchimie entre eux est si forte qu'en quelques semaines seulement, la décision est prise. Ils vont se marier. Certains considéraient qu'il s'agissait d'un mariage un peu précipité, mais l'amour étant présent, sceller cette union entre les deux semblait logique pour le couple, qui a fait fi des mauvaises langues voulant les dissuader. L'avenir leur donne raison, tout se passe très bien entre eux. Ils sont investis dans leur communauté, l'amour perdure, et puis le bonheur ne cesse d'augmenter avec la venue au monde de 2 beaux enfants, une fille et un garçon. Évidemment, en 2009, tout prendra fin avec ce tragique accident survenu et tuant Shelley. La police n'a plus aucun doute sur les faits. La jeune femme a glissé dans sa baignoire, elle a tenté de se rattraper au meuble de la salle de bain, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire, et le choc à la tête l'a tuée. Cependant, la procédure n'est pas encore arrivée à son terme. Il reste une dernière étape, celle de l'autopsie, qui permet de déterminer définitivement la cause de la mort. Dans le cas de Shelley Kovlin, l'intervention médico-légale est prévue pour le lendemain, le 1er janvier 2010. Le lendemain, donc, le médecin légiste se prépare à examiner le corps de la femme pour analyser ce qui est à l'origine de son décès et mettre un point final à l'affaire. Il contacte les enquêteurs en charge de l'investigation et une nouvelle troublante lui est alors annoncée. Il n'y aura pas d'autopsie. C'est l'incompréhension la plus totale. Comment peut-il n'y avoir aucune autopsie alors que c'est la procédure ? Un événement inhabituel s'est produit. Le rabbin de la synagogue que fréquentait Shelley a contacté une organisation locale dont la mission est d'assurer les enterrements des juifs orthodoxes dans la plus pure tradition. Cette organisation a donc contacté la police de New York afin d'obtenir l'autorisation d'entrer dans l'appartement au sein duquel le corps de Shelley avait été découvert. Le droit de se rendre sur le lieu du drame a été accordé. Une équipe s'est donc rendue sur place nettoyant l'intégralité de la salle de bain. La moindre goutte de sang, de tissu corporel ou quoi que ce soit d'autre est retirée pour accompagner le corps de Shelley dans la tombe. La dépouille, vous l'avez compris, est donc emmenée également pour les funérailles et n'est pas laissée à la disposition du département médico-légal de la police de New York. Pourquoi l'organisation a-t-elle agi aussi rapidement ? Eh bien, dans la religion juive orthodoxe, les autopsies ne sont pas autorisées, puisque cela profane le corps du défunt. En réalité, c'est le rabbin de la synagogue qui a exercé une pression auprès de la famille de Shelley pour qu'ils laissent l'organisation prendre en charge le corps de leur fille. De leur côté, ni la famille de Shelley, ni Rod n'avaient l'intention de s'opposer à une autopsie. Ceci dit, la théorie de l'accident étant si évidente, personne n'a cru que mener une autopsie conduirait à une grande révélation, ce qui a aidé la famille à donner son accord pour laisser le champ libre à l'organisation chargée de préparer l'enterrement de Shelley. C'est ainsi qu'en 24 heures, la jeune femme de 47 ans est enterrée devant des centaines de personnes venues se recueillir pour un dernier hommage. Quelques jours après la mort de leur fille adorée, les parents de Shelley commencent à douter sur la cause du décès de leur fille. Un accident peut arriver à n'importe qui, mais chuter dans une baignoire peut certes être dangereux,
Simplement, quelles sont les probabilités pour qu'une personne décède après une chute de la sorte? L'idée que la mort de Shelley ne soit pas accidentelle se fait de plus en plus grande dans l'esprit de la famille, bien que rien ne puisse démontrer l'inverse. Un détective privé est donc appelé par l'avocat de la famille pour faire le clair sur l'affaire et avoir la certitude que Shelley est morte suite à cette glissade dans sa baignoire. Il y a toujours de l'espoir puisque l'enquête n'est pas officiellement close. En revanche, il y a un obstacle et pas des moindres. La salle de bain de l'appartement a été entièrement nettoyée alors que les éventuels indices, s'il devait y en avoir, se seraient certainement retrouvés ici. C'est précisément pour cette raison que la famille a fait appel à un détective privé, parce que la police de New York n'a plus aucune raison d'enquêter. La seule condition qui aurait pu entraîner une poursuite de l'investigation aurait été la découverte d'un élément anormal lors de l'autopsie. Mais celle-ci n'a jamais eu lieu, et aucun autre aspect ne tend à démontrer que la mort de Shelley n'est pas accidentelle. Les détectives privés prennent donc le relais. Ils se rendent chez la famille de Shelley pour discuter avec plusieurs membres de celle-ci. Naturellement, ils se renseignent dans un premier temps sur la relation entre Rod et Shelley. Les deux étant séparés, cela peut être un contexte intéressant selon eux. En 2008, alors que le couple célèbre la 10e année de son union, la relation commence à s'éroder. C'est le comportement de Rod qui semble dégrader l'ambiance entre les époux. Il devient instable d'un point de vue professionnel, changeant régulièrement de poste. Mais surtout, il s'implique de plus en plus dans le jeu. Une forme d'addiction vient de naître. Les dépenses que l'homme consacre à ce hobby ne cessent de grimper, au point d'atteindre des chiffres faramineux. C'est le backgammon particulièrement qu'il pratique. Cela devient contraignant, non seulement sur l'aspect financier avec de grosses sommes engagées, mais aussi sur l'aspect familial, Rod n'hésitant pas à se rendre dans d'autres pays afin de participer à des tournois concernant ce jeu. Les déplacements sont une chose, mais il y a également les longues nuits blanches que l'époux passe sur son ordinateur, toujours pour jouer en ligne au backgammon. La dégringolade est inévitable, le couple en pâtit et cela n'est pas près de s'arranger. Effectivement, Rod, durant ses multiples déplacements, s'arrange pour avoir la compagnie d'une femme dans chaque ville qu'il visite, trahissant ainsi ses vœux de mariage. Shelley, n'étant pas naïve, se doutant que quelque chose se tramait derrière son dos, a fini par s'intéresser aux emails que recevait son époux. C'est alors qu'elle a compris que ce dernier ne lui était plus fidèle depuis un moment et qu'il l'avait trompée à de multiples reprises. Après en avoir eu la confirmation, la jeune femme n'a pas perdu de temps, comprenant que l'avenir du couple était voué à l'échec avec le comportement égoïste de Rod. Elle a obtenu un divorce religieux. Simplement, celui-ci ne change rien à l'état civil du couple qui reste marié aux yeux de l'État de New York. La procédure est simplement plus longue, mais Shelley l'avait engagée également. Hors de question évidemment de cohabiter durant l'instance de divorce. Alors Rod a quitté l'appartement pour se rendre dans celui qu'il occupe aujourd'hui, à l'autre bout du couloir. Cependant, malgré la séparation et les tensions qui ont pu naître entre Shelley et Rod, ces derniers ont conservé une relation amicale, notamment pour les enfants. En tout cas en apparence, parce que d'après les proches de la femme, elle se serait plaint à plusieurs reprises du comportement de son ex-époux. Celui-ci serait colérique, elle soupçonnait qu'il l'espionnait, qu'il avait conservé une clé de son appartement et rentrait afin de consulter ses mails et ses correspondances. Shelley pensait même que Rod avait fait installer une caméra dans le couloir de l'immeuble pour observer ses allées et venues. Alors bien sûr, ce sont des propos tenus par les membres de la famille de Shelley aux détectives privés engagés par elle. Même s'il y avait des altercations entre les époux en instance de divorce, pourquoi Rod aurait-il commis un crime et comment aurait-il fait puisque rien ne le désigne? Les détectives privés, après avoir recueilli ces informations, se mettent au travail. Et la première étape pour tenter de comprendre s'il y a effectivement quelque chose d'anormal, ou alors une famille dont la lucidité s'est envolée après cet événement tragique, est la visite de l'appartement de Shelley. Les détectives privés décident d'entrer dans l'appartement. Seulement, il y a un obstacle. Il est scellé. Ils ont donc besoin d'une autorisation qu'ils sollicitent auprès d'un tribunal qui leur accorde finalement. C'est sous la supervision de la police de New York que les hommes engagés par la famille s'apprêtent à contrôler le logement. Ils disposent des clés, mais une fois face à la porte, ils rencontrent des difficultés pour l'ouvrir.
Il semble que la serrure soit capricieuse et elle n'apparaît pas prête à se laisser faire. C'est alors qu'une autre porte du couloir s'ouvre. Un homme en sort et se dirige vers eux. Il s'agit de Rod Kovlin. Il dit qu'il a entendu le bruit depuis son appartement, puis demande aux policiers ainsi qu'aux détectives ce qu'ils font ici. Ces derniers lui expliquent, et aussitôt Rod se saisit des clés. Avec une manipulation bien précise, il réussit à déverrouiller la serrure, laissant ainsi libre champ pour entrer dans le domicile. La scène qui vient de se dérouler soulève des questions. Rod a-t-il vraiment entendu le petit groupe d'hommes arriver ou était-il attentif à ce qu'il se passait dans le couloir ? Ensuite, il semble savoir parfaitement comment ouvrir la porte de l'appartement de Shelly, même si ce n'est pas nécessairement suspect dans la mesure où il a vécu ici plusieurs années et donc il est normal qu'il soit capable de débloquer la serrure. Une fois dans l'appartement, les détectives vont jouer gros. Il faut trouver un élément, sans quoi la théorie de l'homicide tombera à l'eau et l'enquête sera dans la foulée aussitôt fermée définitivement. Avant de s'attarder dans la pièce centrale de toute cette affaire, il s'intéresse aux autres endroits de l'appartement, parce que la famille a signalé l'absence du téléphone de leur fille, ce qui paraît curieux puisqu'elle était chez elle ce 31 décembre. Les détectives en profitent pour passer au peigne fin le logement. Ils découvrent le chargeur du téléphone de Shelly, mais malgré leurs efforts, impossible de mettre la main sur l'appareil. La disparition de ce téléphone reste un mystère. Il faut à présent se concentrer sur le lieu où la mère de famille a perdu la vie, la salle de bain. Les détectives s'attardent sur le moindre détail. Il y en a un en particulier qui les fait fortement douter. La charnière arrachée par Shelly au moment de sa chute. En l'observant, ils doutent de plus en plus que la femme en tombant aurait pu enlever du bois cette partie métallique bien vissée dans l'armoire. Cela aurait nécessité en tout cas une force monumentale. Même en impliquant tout son poids, il y a un doute sur la faisabilité d'une telle chose sans qu'elle soit volontaire. Une discussion s'engage alors avec les forces de l'ordre pour les convaincre qu'il ne s'agit pas d'un accident mais d'un homicide. Une conclusion difficile à entendre pour les enquêteurs, puisque rien ne va dans ce sens. Il y a une solution pour savoir si la mort était accidentelle ou non, réaliser une autopsie. Cela fait plus de 2 semaines à présent que le corps de Shelly repose dans le cimetière de la ville. La famille doit donc décider si le corps de la défunte peut être exhumé pour réaliser cette analyse qui pourrait être décisive. C'est alors qu'une réflexion débute, parce que profaner un corps est particulièrement mal vu dans la religion juive orthodoxe, et les représentants religieux militent pour ne pas permettre une telle chose. La famille de Shelly prend du temps avant de rendre sa décision, mais a besoin de connaître la vérité et finalement autorise l'exhumation du corps. Cependant, ce n'est pas aussi simple que cela. Il y a une procédure et malgré l'autorisation de la famille, il faut également un mandat spécial délivré par un procureur. Ce mandat met 3 mois avant d'être accordé. Le cadavre de Shelly est finalement extrait de terre et l'autopsie peut avoir lieu. Les résultats donnent froid dans le dos. La jeune femme est morte par asphyxie après un étranglement particulièrement brutal, lui ayant brisé les os de la nuque. C'est officiel, aucun accident n'est survenu dans cet appartement. C'est bel et bien un meurtre qui y a été perpétré. Les résultats de cette autopsie sont fondamentaux, parce que la police de New York reprend le flambeau et entre dans la danse. Il y a de nouveaux éléments qui sont examinés, les relevés d'appels téléphoniques, les relevés bancaires, toutes ces choses qui n'avaient pas lieu d'être en cas d'accident, mais nécessaires dans une investigation pour meurtre. Les enquêteurs interrogent alors non seulement les familles, mais aussi la moindre personne qui serait entrée en contact avec Rod ou Shelly, babysitter, femme de ménage ou encore l'avocat de Shelly en charge du dossier du divorce. C'est avec ce dernier d'ailleurs qu'il découvre la situation chaotique dans laquelle le couple se trouvait. En mai 2009, une première audience devant un juge a eu lieu. Rod s'est exprimé indiquant qu'il n'avait pas les moyens financiers de supporter le versement d'une pension alimentaire à son ex-femme. Il est actuellement sans emploi et n'a pas d'argent de côté non plus. Le juge aurait répondu ironiquement qu'il devrait alors se passer des parties de backgammon, entraînant une colère noire de la part de l'homme à l'égard de son épouse. C'est ainsi qu'un homme détestable est révélé au grand jour. Rod souhaite se venger de Shelly. Pour ça, il n'hésite pas à téléphoner directement à son employeur pour la discréditer, en expliquant que Shelly consommait de la drogue,
qu'elle détournait des fonds et que régulièrement elle abusait sexuellement de leur jeune garçon. Évidemment, cela a engendré une enquête pour ces faits particulièrement graves. Bien entendu, puisque tout ceci est faux, aucune preuve n'a été découverte. Mais le plus sordide dans tout ça est que le petit garçon de Rod et Shelly dit avoir été entraîné par son père pour dire certaines choses, des phrases qui auraient dû discréditer sa mère. Cependant, cette attitude, Rod va la payer lourdement quand en juillet 2007, une nouvelle audience face à un juge est organisée et que celui-ci n'autorise plus l'homme à être en présence de ses enfants seuls. Il doit y avoir la supervision de Shelly ou d'un proche. Malgré le décès de Shelly, cette mesure n'est pas levée. Rod n'a toujours aucun droit sur la garde de ses enfants. C'est une travailleuse sociale qui les a récupérés pour les confier aux parents de l'homme. Une situation qui apparaît énerver fortement ce dernier, qui pensait enfin récupérer la responsabilité de sa fille et de son fils. Les policiers, en interrogeant la femme qui gardait les enfants, licenciée entre-temps par Rod, apprennent une information très intéressante. Shelly, le 30 décembre, avait réalisé un traitement spécifique pour ses cheveux à base de kératine. Un traitement de plusieurs centaines de dollars, et les instructions pour que celui-ci soit parfaitement réalisé étaient de ne pas exposer les cheveux à l'humidité, la chaleur, et donc ne pas prendre de bain ou de douche. La question se pose donc, pourquoi Shelly aurait-elle outrepassé les conseils qui lui ont été donnés, risquant ainsi de faire échouer le traitement ? Pour les enquêteurs, Shelly n'a pas pris de bain le jour de sa mort. Seulement, le problème est que ce n'est pas une preuve directe, et il n'est pas possible d'inculper qui que ce soit sur une telle base. Qu'est-ce qui aurait pu motiver Rod à tuer sa femme ? Parce que c'est bien lui qui se retrouve dans le collimateur des policiers, dont l'unique mission désormais est de prouver sa culpabilité. En réalité, malgré 2 audiences devant un juge, Shelly et Rod n'étaient toujours pas officiellement divorcés, signifiant ainsi que, sans testament de la part de Shelly, tous ses biens reviendraient directement à son époux, et nous parlons là d'un montant de 5,2 millions de dollars. Ce n'est même pas ce point le plus important. Le jour de sa mort, le 31 décembre 2009, Shelly avait pris rendez-vous avec son avocat pour modifier les termes de son testament sur lequel le nom de Rod était apposé. Une coïncidence incriminante pour l'homme. Les enquêteurs tiennent enfin un mobile pour ce crime. L'argent et les 5 millions de dollars qui auraient pu échapper à Rod. Alors, il ne les a pas perçus non plus. Étant le suspect d'une enquête pour meurtre, les fonds ont été placés sur un compte sécurisé en attendant de savoir si l'homme est réellement impliqué ou non. Cela reste une course contre la montre pour démontrer, ou non, la culpabilité de Rod Kovlin. Une chose est certaine en revanche, si ce dernier n'avait pas espionné sa femme, il n'aurait pas pu avoir connaissance de son rendez-vous avec l'avocat pour le changement testamentaire. C'est un aspect que les policiers gardent à l'esprit. En parallèle, ils étudient les images de vidéosurveillance de l'immeuble où le couple résidait, et spécialement celles du jour du meurtre. Les enquêteurs peuvent voir Rod quitter son appartement habillé comme s'il s'apprêtait à sortir. Simplement, l'heure est étrange. Il est 4h du matin et les policiers trouvent ce comportement suspect. Alors, ils questionnent le gardien à l'entrée de l'immeuble. Ce dernier indique que ce n'est pas dans les habitudes de l'homme de sortir à une heure aussi matinale. Plus curieux encore, il lui a demandé s'il avait besoin de quoi que ce soit, et le gardien a répondu que non. Mais quelques instants plus tard, Rod est revenu avec des barres chocolatées qu'il a offertes au gardien. Les policiers pensent alors que cette attitude pour se faire voir est la construction de l'alibi de Rod. La vidéosurveillance montre également Shelly rentrer chez elle la veille sur les coups de 20h. Elle est seule, mais surtout elle est au téléphone. Ce fameux téléphone que personne n'a pu retrouver après le meurtre. Pourtant, elle l'avait bien avec elle à l'appartement. Les enquêteurs soupçonnent Rod d'avoir introduit un logiciel espion dans le téléphone de sa femme. Ils savent désormais que le téléphone était dans l'appartement puisque Shelly est rentrée avec l'appareil. Alors, ils tentent une dernière fois de mettre la main sur le mobile qui pourrait être décisif dans cette affaire. Les policiers retournent dans l'appartement de Shelly pour fouiller le moindre recoin en espérant découvrir ce qu'ils sont venus chercher. Mais, contre toute attente, ils n'ont aucun mal à retrouver le téléphone qui est simplement posé sur la table de chevet dans la chambre de la femme, branché au chargeur.
Ils n'ont pas pu passer à côté la première fois. Il y a eu d'abord la fouille de la police de New York, puis celle de la part des détectives privés, et personne n'a aperçu l'appareil à cet endroit. Mais surtout, les enquêteurs avaient pris une photo de la chambre pour immortaliser le lieu, et il n'y avait aucun téléphone sur la table de chevet. Comment est-ce possible? Il n'y a qu'une seule explication. Rod était en possession de l'appareil et l'a ramené à l'intérieur de l'appartement, pourtant scellé. Un comportement impossible à prouver, mais qui fait office de provocation. L'homme sait pertinemment qu'en faisant ça, les policiers vont le suspecter et vont comprendre qu'il est derrière tout ça. Rod Kovlin défie ouvertement la police de New York, comme s'il était convaincu d'avoir commis le meurtre parfait. Il est convoqué pour un interrogatoire, mais entre-temps, il a sécurisé sa défense en engageant un avocat qui lui déconseille de prononcer le moindre mot face aux autorités. Les enquêteurs doivent donc continuer d'avancer seuls. Ils étudient les relevés téléphoniques de l'homme où un numéro de téléphone localisé à Jacksonville en Caroline du Nord apparaît fréquemment. Ce numéro est celui d'une femme nommée Deborah Holmes, plus âgée que l'homme de 14 ans. Celle-ci est mariée, elle est également mère de 3 enfants et, presque sans surprise, elle a fait la connaissance de Rod lors d'une compétition de backgammon. 5 mois avant le meurtre de Shelly, Rod et Deborah entament une liaison extra-conjugale. Ensemble, ils se rencontrent lors des parties de backgammon ou alors jouent en ligne s'il n'y a pas de compétition prévue. Il arrive même que Deborah se rende directement à New York pour passer du temps avec Rod dans son appartement. Voici une belle opportunité pour les policiers d'en apprendre un peu plus. Ils décident de l'appeler pour lui poser plusieurs questions. Mais, à leur grande surprise, Deborah leur dit immédiatement que son avocat lui a déconseillé de leur parler. Les enquêteurs, qui font face à un second refus, sont curieux de connaître le nom de l'avocat en question. Il s'agit du même que celui qu'a engagé Rod Kovlin, qui continue de les tenir en échec. L'un des derniers espoirs des policiers est donc de découvrir un SMS ou un email incriminant, soit dans les communications de Rod, soit dans celle de Deborah ou peut-être dans le téléphone de Shelly retrouvé récemment. Malheureusement, le téléphone de celle-ci, ainsi que les ordinateurs de Rod, ont tous été nettoyés. Il n'y a plus rien. Pourtant, des informaticiens particulièrement performants se penchent sur la question, mais ils sont incapables de restaurer les données. Rod nargue la police, comme s'il avait tout prévu en amont. Des jours s'écoulent, puis des mois, des années, et il se pourrait bien qu'il réussisse à s'en sortir en ayant commis le crime parfait. Le crime parfait a peut-être été commis, effectivement, mais il faut bien reconnaître qu'il a grandement été aidé par le nettoyage du lieu du meurtre, considéré comme un accident dans un premier temps, mais effaçant ainsi toutes les preuves médico-légales, telles que l'ADN, les empreintes digitales ou les fibres. Cela complique une enquête qui s'enlise de plus en plus. Rod Kovlin ne confessera jamais le meurtre de sa femme, et les preuves manquent pour qu'un procureur décide de pousser l'affaire devant un tribunal. Cela fait 5 ans désormais que le dossier du meurtre de Shelly Kovlin est ouvert sans qu'aucune arrestation ne soit lancée, ce qui paraît normal tant le coupable semble évident. Nous sommes à présent à l'été 2014. Le téléphone du commissariat se met à sonner. Une femme demande à parler aux inspecteurs en charge de l'affaire concernant Shelly Kovlin. Ces derniers répondent. À leur grande surprise, il s'agit de Deborah Holmes qui leur dit qu'elle a besoin de leur parler. C'est un véritable retournement de situation, et peut-être ce qui fera enfin basculer l'investigation en faveur de la police. Quelques mois auparavant, Deborah et Rod ont rompu. C'est pourquoi elle se présente devant les policiers qui s'apprêtent à l'écouter attentivement 3 jours durant. Rod lui a confié ce qu'il comptait faire à propos de la garde de ses enfants. Alors évidemment, ce n'est pas l'amour paternel qui dirige ses actions, mais plutôt l'amour de l'argent. La somme de l'héritage est restée sous séquestre depuis 5 ans, Rod étant toujours considéré comme suspect dans le meurtre de sa femme, et c'est le procureur qui décide de ce statut. Simplement Shelly, prévoyante, avait mis de l'argent de côté à destination de ses enfants. Cette somme, Rod n'y a pas accès, parce qu'il n'a pas la garde de son fils et de sa fille. Voilà la raison qui le pousse à s'activer pour récupérer ses enfants. En ayant la garde, il obtient l'argent. Comprenez bien que cet homme est prêt à tout pour mettre la main sur le magot. Deborah explique le plan ignoble qu'il compte mettre en œuvre.
Il a l'intention de convaincre sa fille de se servir d'un concombre pour simuler un viol qui sera imputé à son grand-père, le père de Rod donc, le conduisant ainsi en prison et permettant à ce dernier de récupérer la garde des enfants. En attendant, il pioche dans le seul compte auquel il a accès, qui est un compte bancaire où Shelly avait placé de l'argent pour les futures études de ses enfants. Les parents de Rod avaient remarqué qu'il se servait allègrement dans ce qui doit assurer l'avenir de sa fille et de son fils, ce qui a généré une dispute 2 ans auparavant. Ils étaient désemparés par l'attitude de Rod, qui semble n'avoir que peu d'intérêt pour ses propres enfants. Selon Debra, la colère de Rod à l'égard de ses parents le pousse à envisager de les tuer également. En 2012, il partage son plan à sa petite amie. Il lui dit qu'il va utiliser sa fille pour qu'elle ajoute de la mort au rat dans le thé de ses parents. Étant mineure, elle passera beaucoup moins de temps en prison que lui. Debra réussit finalement à le dissuader de faire commettre un tel crime à sa fille. Dans la foulée, ce sont plusieurs idées qui surviennent dans l'esprit de Rod. Il pense à un moment donné à mettre le feu à la maison de ses parents en bloquant les sorties pour les brûler vifs. Le temps presse désormais pour les enquêteurs qui sont persuadés de la culpabilité de Rod Kovlin dans le meurtre de sa femme, mais qui, manifestement, s'apprêtent à nouveau à passer à l'action et des vies pourraient être prises encore une fois. Pour ça, les policiers sont grandement aidés par Debra, qui possède des preuves de ce qu'elle avance. Durant toutes ces années, la femme a bien compris qu'elle avait affaire à un psychopathe. Elle a donc cumulé le maximum d'indices pour les inspecteurs dans des disques durs en attendant que l'homme finisse par se désintéresser d'elle. Elle craignait pour sa vie et a donc attendu que ce soit lui qui la quitte avant de se rendre auprès des autorités. Dans ces disques durs, il y a des centaines, voire des milliers de conversations entre Rod et de nombreuses personnes. Les enquêteurs vont donc devoir fouiller dans des gigas et des gigas de données pour mettre enfin derrière les barreaux Rod Kovlin, à condition que la preuve ultime se trouve dans ces dossiers. Dans ces échanges, les policiers relèvent quelque chose d'intéressant, même capital. Rod, lors d'une discussion avec une connaissance de backgammon, explique qu'il possède les clés de l'appartement de Shelly et qu'il est en capacité d'entrer à n'importe quel moment. Ces disques durs sont une véritable aubaine pour la police qui récupère des centaines d'éléments pertinents pour l'enquête. En 2013, il découvre même que Rod a comploté contre sa propre fille pour lui faire porter la responsabilité du meurtre de sa mère. L'enfant disposait d'une adresse mail. Son père se serait donc connecté dessus pour rédiger un mail, comme s'il l'avait été par sa fille, dans lequel elle avouerait le meurtre de Shelly. En se faisant passer pour sa fille, il a rédigé les lignes suivantes. « J'ai menti. Elle n'a pas seulement glissé. Ce jour-là, nous nous sommes disputés à propos de son rendez-vous. Je me suis énervé, alors je l'ai poussée. L'eau a commencé à devenir rouge. J'ai essayé de lui relever la tête, mais elle est restée immobile. » Heureusement, grâce à toutes les données collectées, les policiers ont enfin un dossier suffisamment fourni pour inculper Rod Kovlin du meurtre de sa femme, Shelly Kovlin. Le 1er novembre 2015, Rod est placé en état d'arrestation, mais le procès est loin d'être gagné, dans la mesure où les preuves ne sont pas directes. Elles sont seulement circonstancielles et un bon avocat pourrait installer le doute dans la tête d'un jury. Cependant, alors que le suspect se trouve en prison en attendant son audience, celui-ci aurait révélé avoir assassiné sa femme à un autre détenu et aurait même montré la façon dont il s'y serait pris pour l'étrangler. Les policiers ont donc réclamé les images de vidéosurveillance et il est possible d'apercevoir Rod mimant le geste d'une strangulation concordant avec le résultat de l'autopsie. Le procès de Rod Kovlin démarre finalement et dure 7 semaines consécutives, durant lesquelles le jury populaire entend toutes les horreurs dont a été capable cet homme pour assassiner sa femme, envisager le meurtre de ses parents et piéger ses propres enfants. En mars 2019, le procès arrive à son terme. Il faut 2 jours au jury pour délibérer avant de rendre le verdict final. Rod Kovlin est reconnu coupable de meurtre sans que la préméditation ne soit retenue, ce qui est justifié par le fait qu'il n'y ait aucune preuve directe l'impliquant dans le meurtre de sa femme. Ce sont donc 25 ans d'emprisonnement minimum qui sont prononcés à son encontre. Sans l'intervention de Debra, ce monstre, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, n'aurait certainement jamais connu la prison, mais surtout aurait peut-être commis un autre meurtre au nom de l'argent.
Voici pour cette histoire. Si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux indiqués en description. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.